Une fête à laquelle Poutine n'a pas été invité. Un sommet à Pékin qui a tout changé. Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord sans Moscou, et cela pourrait constituer un choc géopolitique pour le Kremlin. La Russie est écartée du grand jeu définitivement et irrévocablement. Qu'ont décidé exactement Trump et Xi Jinping? Pourquoi le Kremlin qualifie-t-il cela de début de l'isolement de Poutine? Pendant ce temps, l'Europe a profité du moment et a finalement fait passer une décision fatidique. Un tribunal spécial pour Poutine est prêt. Les détails tout de suite. Bonjour, ici Ukraine. Aujourd'hui, je suis Solomia Dolek et voici les derniers événements. Alors que Trump et Xi Jinping mènent à Pékin des négociations déjà qualifiées de nouveau redémarrage entre les États-Unis et la Chine, le Kremlin est manifestement nerveux. Les analystes occidentaux ont déjà surnommé ce sommet la fête à laquelle Poutine n'a pas été invité. The Conversation écrit que le rapprochement entre Washington et Pékin pourrait sérieusement affaiblir la position de la Russie. Pendant des années, le Kremlin a tenté de jouer le rôle d'acteur indispensable entre les deux superpuissances, mais aujourd'hui, tout laisse à penser que les États-Unis et la Chine sont prêts à négocier sans Moscou. Lors de la rencontre, Xi Jinping a déclaré explicitement que la Chine et les États-Unis devaient être des partenaires et non des rivaux. Et c'est déjà un très mauvais signal pour Poutine. Car pendant qu'il tente de faire chanter le monde avec la guerre et le chaos, les deux plus grandes économies du monde parlent de stabilité, de commerce et de nouveaux accords. L'article indique que la guerre de la Russie contre l'Ukraine cesse déjà d'être le principal sujet pour les États-Unis, mais le problème pour le Kremlin est ailleurs. La Russie perd même de son importance en tant que partenaire utile pour la Chine. De plus, lors de leur dernière conversation, Poutine a tenté d'impliquer Trump dans la question iranienne et a proposé son aide concernant l'uranium iranien. Mais Trump, selon les auteurs, l'a en fait coupé court avec une phrase. Concentrez-vous sur la fin de la guerre en Ukraine. Et cela apparaît comme un moment très révélateur. Poutine a reçu le message. Son rôle dans la grande géopolitique diminue rapidement. Les analystes soulignent également que récemment, même les contacts entre le Kremlin et Pékin sont devenus plus rares. La dernière grande rencontre en personne entre Xi et Poutine a eu lieu encore en 2025, après quoi il n'y a eu que des appels vidéo. En fait, la Russie se retrouve dans une situation où l'on tente de l'écarter des décisions principales. Et tandis que Trump et Xi négocient le futur équilibre des forces, le Kremlin risque de rester à l'écart du grand jeu. Ce n'est pas un hasard. The Conversation résume, le sommet Trump-Xi, c'est une fête à laquelle Poutine n'a pas été invité. Sur fond de sommet entre Trump et Xi Jinping, où la Russie s'est retrouvée en dehors des grandes négociations, le Kremlin semble tenter de retrouver son rôle. Par la force. Le politologue Yuri Podorojny explique que les récents bombardements massifs sont une tentative de Moscou de rappeler son existence sur la carte géopolitique. Bien sûr, ces événements nocturnes, ces bombardements qui se sont révélés colossaux ces derniers mois, sont d'abord un signal d'alarme concernant la contre-offensive estivale. Vous voyez ce qui a été bombardé? Ils ont justement bombardé le chemin de fer à Zdolbuniv, dans la région de Rivne. Pour les Russes, il serait important aujourd'hui de couper ou au moins de retarder l'acheminement de l'aide occidentale vers le front. C'est cet approvisionnement qui est visé. Et si cela leur réussit, alors dans les prochains jours, nous en entendrons déjà parler. Davantage de nouvelles de Pokrovsk y compris. Mais en fait, par cette attaque, Poutine a essayé de montrer à la Chine qu'à la table des négociations, il n'y a pas seulement Xi Jinping et Trump, mais qu'il y ait lui aussi. Parce qu'il est impossible de ne pas discuter de cet événement là-bas. Selon lui, de telles frappes ne sont pas seulement une escalade de la guerre, mais aussi un signal politique. Le Kremlin cherche à démontrer que sans la Russie, aucun accord global n'est possible. En fait, il s'agit d'une tentative de s'imposer comme le troisième acteur dans le grand jeu entre les États-Unis et la Chine, même si les négociations elles-mêmes se déroulent de plus en plus souvent sans tenir compte de la position de Moscou. Les analystes notent qu'un tel comportement ressemble à une réaction à l'éviction progressive de la Russie des processus internationaux clés. Et moins elle est invitée à la grande table, plus elle se fait entendre de façon bruyante et agressive. Elle essaie de rappeler son existence. Alors que la Russie tente de démontrer sa force par des frappes contre l'Ukraine et une rhétorique sur son rôle dans les négociations mondiales, un processus a été lancé en Europe qui aura pour le Kremlin des conséquences bien plus durables.
Le Conseil de l'Europe a approuvé une décision clé concernant la création d'un tribunal spécial pour enquêter sur l'agression criminelle de la Russie contre l'Ukraine. En fait, il s'agit de l'une des dernières étapes vers le lancement d'un mécanisme de justice internationale contre la direction russe. Comme l'a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, 37 États ont accepté la création d'un comité directeur du tribunal, une structure qui déterminera son fonctionnement. Le point de non-retour a été franchi. Le tribunal spécial est devenu une réalité juridique. Il a clairement déclaré que la responsabilité concernerait le plus haut niveau du pouvoir russe. Poutine, Shoigu, Gerasimov, Bortnikov, Zolotov, Medvedev, Patrushev, Loukachenko et d'autres ont reçu leur billet pour la Haye. En fait, l'Europe passe des déclarations politiques à un mécanisme institutionnel destiné à formaliser juridiquement la responsabilité pour le déclenchement de la guerre. Et c'est déjà un nouveau niveau de pression sur le Kremlin. Non seulement des sanctions ou militaires, mais aussi juridiques, qui agissent sur le long terme. Dans ce contexte, en Russie, de telles démarches sont traditionnellement perçues comme des initiatives hostiles de l'Occident, mais la tendance est évidente. Cela prend une forme juridique et il n'est plus possible de l'arrêter par de simples déclarations politiques. En urgence, le Kremlin change à nouveau de rhétorique et avance de nouvelles conditions pour d'éventuelles négociations. Une démarche qui pourrait radicalement reconfigurer tout le jeu diplomatique. Bruxelles réagit immédiatement, renforce ses positions et indique clairement que tout accord n'est possible qu'en tenant compte des intérêts de l'Ukraine. Cela va-t-il déclencher une nouvelle phase d'affrontements diplomatiques intenses et comment Moscou va-t-elle répondre? La suite dans notre reportage. Lorsque les négociations entre l'Ukraine et la Russie, sous la médiation des États-Unis, ont abouti à une impasse et que la Fédération de Russie a pratiquement refusé tout dialogue, Bruxelles a décidé d'assumer le rôle de principal négociateur. Notre objectif principal depuis le premier jour est d'atteindre une paix juste et durable en Ukraine. C'est pourquoi nous soutenons l'Ukraine. C'est pourquoi nous imposons des sanctions contre la Russie. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous pouvons participer à toutes les négociations de paix. Pour parvenir à une paix juste et durable en Ukraine. Au Kremlin, ils ont immédiatement déclaré qu'ils étaient prêts à voir un négociateur de l'UE. N'importe quel dirigeant qui, je cite, n'a pas dit d'horreur à l'encontre de la Russie. Selon Poutine, le meilleur candidat serait l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, connu pour ses relations étroites avec le dictateur russe. Je pense que Gerhard Schröder a été un lobbyiste de haut rang pour les entreprises d'État russes. C'est donc évident pourquoi Poutine veut que ce soit précisément lui qui, en fait, serait assis des deux côtés de la table des négociations. C'est justement à cause de la réputation de Schröder à Bruxelles que sa candidature a été rejetée. En effet, l'ex-chancelier a joué un rôle clé dans la promotion de la coopération énergétique entre l'Allemagne et la Russie. Cela a abouti à la construction des 2 gazoducs Nord Stream. Il a occupé le poste de président du conseil d'administration de Rosneft et en a fait partie. Il a également siégé au conseil d'administration de Gazprom. La candidature de Schröder n'est pas non plus soutenue par l'Ukraine. Chez nous, les principales négociations de paix se poursuivent sous la direction des États-Unis d'Amérique. Et nous avons besoin de cette voix, nous avons besoin du leadership des États-Unis. Mais l'Europe pourrait également jouer un nouveau rôle. Je discuterai de cette voix avec mes collègues. Et nous ne parlons pas de négociations de paix alternatives, ni d'une voie pacifique ou diplomatique, mais de démarches complémentaires. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour rapprocher la paix. C'est notre objectif stratégique. Et Schröder ne convient pas non plus pour cela, car il continue de soutenir l'opposition pro-russe. Au début de cette année, il a critiqué la soi-disant diabolisation de la Russie, les sanctions imposées contre elle par l'UE et l'Ukraine, et il insiste sur la reprise des livraisons d'énergie russe vers l'Europe. Et même en Allemagne, on considère que Moscou, avec Schröder, ne veut que simuler des négociations. Dans le même temps, la Russie ne dispose plus d'espace pour manœuvrer. D'un côté, il y a les sanctions de l'UE qui étouffent l'économie de la Fédération, ainsi que le soutien militaire de l'Europe à l'Ukraine. De l'autre, les attaques massives de drones ukrainiens contre les infrastructures militaires et énergétiques sur le territoire russe forcent le Kremlin à s'asseoir à la table des négociations. Poutine est plus faible que jamais. Nous constatons qu'il perd de nombreuses vies sur le champ de bataille. Le mécontentement grandit dans la société. C'est pourquoi les coups durs portés par l'Ukraine ont eu un impact véritablement significatif.
Le soutien à la guerre de Poutine est en baisse. Bruxelles, on considère justement Kaja Kallas, juriste et diplomate expérimentée, comme la candidate la plus probable pour jouer le rôle de médiatrice dans les négociations avec la Russie. En répondant aux questions des journalistes, elle a indiqué qu'elle pourrait repérer les pièges que le Kremlin tend. D'abord, l'UE souhaite s'accorder sur des exigences communes envers la Fédération pour entamer des négociations de paix, car pour l'instant, Moscou ne montre aucune volonté de dialogue constructif et ne fait qu'imposer des exigences à l'Ukraine. Les pays de l'UE prévoient d'élaborer une stratégie à la fin du mois de mai lors d'un sommet informel à Chypre, et ce n'est qu'ensuite qu'ils décideront du candidat pour les négociations. Depuis Bruxelles, Anna Richina, Nous Ukraine, Marathon, Nouvelles-Unies. Enfin, on peut en parler à voix haute. Une visite historique qui a surpris le monde, un nouveau signal pour toute la région. Un sommet décisif en Allemagne et un changement d'équilibre des forces dans le Caucase. L'Arménie s'éloigne bel et bien de la Russie. Des accords avec des partenaires, de nouveaux arrangements et des messages fermes adressés au Kremlin. Cela ne s'était encore jamais vu, une véritable sensation. Il semble que la politique mondiale entre dans une nouvelle phase. Vous trouverez ci-dessous les premiers détails. Plus, jusqu'à récemment, Pachinian, le plus proche allié de la Russie dans le Caucase du Sud, est maintenant à Erevan, parmi 50 dirigeants de l'UE, les premiers ministres du Canada et de la Grande-Bretagne accompagnent Macron aux côtés de Pachinian. Avec Starmer et les autres invités, ils regardent ensemble une danse traditionnelle arménienne. Comme un pays que Moscou considérait depuis de nombreuses années comme sa zone d'influence, accueille pour la première fois le sommet de la communauté politique européenne. Si nous sommes acceptés dans l'UE en tant qu'État membre, nous serons ravis et heureux. Le conflit du Karabakh a été le point de basculement du pays. 2023, Bakou a mené une opération militaire et a repris le contrôle de la région contestée. Les soi-disant forces de maintien de la paix russe sont restées à l'écart et n'ont pas apporté leur soutien à Erevan, malgré la participation du pays à l'OTSC. Aliyev et Pachinian ont signé un accord historique mettant fin à des années de guerre. Après cela, le Parlement arménien a adopté une loi lançant le processus d'adhésion à l'Union européenne. Ces jours-ci, Erevan ne se contente pas de regarder vers l'ouest, l'Europe s'y rend physiquement. Pour la première fois en 24 ans, le président ukrainien est en visite en Arménie. Zelensky déclare qu'il faut pousser Poutine vers la diplomatie par le biais de sanctions. Et pas seulement des sanctions financières, mais aussi des sanctions percutantes. Cet été, Poutine décidera de la suite à donner. Élargir la guerre ou passer à la diplomatie. Et nous devons l'inciter à choisir la diplomatie. La Russie a annoncé un défilé pour le 9 mai, sans matériel militaire. Ce sera la première fois depuis de nombreuses années qu'ils ne peuvent pas se permettre la présence d'armement lors du défilé. Et les drones ukrainiens pourraient également arriver lors de ce défilé. Cela montre qu'ils ne sont plus aussi puissants qu'avant. Le premier jour du sommet, l'Ukraine est au centre des discussions. Le Premier ministre du Canada annonce 200 millions de dollars supplémentaires pour l'achat d'armes américaines destinées à Kiev dans le cadre du programme Purell. L'Ukraine, quant à elle, propose à l'Europe ses technologies de drones. Et elle est également capable de tout fabriquer pour, à l'avenir, se défendre seule contre les attaques balistiques. Nous proposons une contribution à la défense de l'Europe. NOS Accord sur les drones. Ils unissent les pays. Nous avons besoin d'une protection fiable en Europe contre les drones et toute forme d'attaque, d'éventuelles attaques dans les airs, en mer et sur terre. Les accords sur les drones, c'est un travail commun, une production commune et une défense commune. L'argent destiné à la production conjointe de drones proviendra notamment du paquet d'aide européen. Le Royaume-Uni est également prêt à participer au crédit de l'UE de 90 milliards d'euros. Le Premier ministre Starmer est convaincu que cela répondra aux besoins militaires de Kiev et ouvrira de nouvelles opportunités pour les entreprises britanniques. Il est dans notre intérêt national d'être plus proche de l'Europe. Et le mécanisme de prêt de l'UE que nous discutons est un grand avantage pour l'Ukraine. Mais c'est aussi un grand avantage pour le Royaume-Uni en termes d'emplois que cela va créer. Ainsi, les bénéfices l'emportent sur les coûts. Kiev compte sur l'ouverture prochaine de tous les 6 groupes de négociation pour l'adhésion à l'Union européenne. Techniquement, l'Ukraine est entièrement prête pour cela. Même le Premier ministre slovaque Robert Fico nous a exprimé son soutien sur la voie de l'UE.
Bien qu'auparavant, il ait qualifié l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne d'absolument impossible avant 2027. Les dirigeants européens qualifient ce sommet d'historique. Aujourd'hui, il s'est poursuivi au format bilatéral UE-Arménie. En venant dans ce lieu d'importance géopolitique, l'Occident démontre clairement son soutien à l'Arménie. L'Arménie est devenue un centre de liaison entre l'Europe et l'Asie. Nous sommes des partenaires importants sur le long terme. Grâce à des transports, une énergie et des connexions numériques renforcées, nous pouvons renforcer la confiance, créer des emplois et nous rapprocher grâce à une prospérité partagée. Le mois prochain, des élections parlementaires décisives auront lieu en Arménie, où le pays choisira s'il doit suivre la voie de l'Occident ou se tourner à nouveau vers Moscou. Parmi les adversaires de Pachinian se trouve l'ancien ami de longue date de Poutine, Robert Kocharyan. Ainsi, la bataille politique bat son plein. Olena Honcharenko, nous sommes l'Ukraine, marathon. Nouvelles unifiées. La réalité russe ressemble de plus en plus à un système qui commence à se fissurer de toutes parts. Incendies, catastrophes écologiques, crises locales. Et sur ce fond, une vague croissante de peur et d'irritation au sein de la société. Sur les réseaux sociaux, les émotions explosent. Plaintes, panique, sentiments de fatigue et d'impasse. Là où, hier encore, régnait la confiance, aujourd'hui de plus en plus souvent, des questions sans réponse. Ce qui se passe actuellement à l'intérieur de la Russie et ce qui suscite le plus de craintes à suivre dans le reportage. Une pluie de suie pétrolière dans l'air, des nuages noirs. À Tuapse, en Russie, des installations de raffinage de pétrole brûlent depuis une semaine. L'incendie s'est déclaré après des attaques de drones ukrainiens. Je voulais vivre au bord de la mer avec mon enfant. La mer est pleine de ce mazout, tout est gâché. Nous étions là et tout se répand partout. Je ne sais même pas, tu viens, tu ne sais pas si tu es vivant ou non. Au Kremlin, on ne voit pas de problème. Et les responsables locaux se contentent d'appeler la population à rester chez elle et à ne pas paniquer. On fait taire les gens. Les gens ont peur. Apparemment, les habitants de Tuapse se sont fait laver le cerveau. Pluie de pétrole. Et ils ont enfin vu que cela dure depuis 5 ans. La guerre. Ils ont mené une attaque brillante, transformant la raffinerie de pétrole locale et le terminal en une véritable éruption volcanique. Et en conséquence, les Russes le voient aussi. Même certains blogueurs pro-Z ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler ouvertement de l'absence de perspective sur le front. Le propagandiste Evgeny Golman a perdu ses moyens après qu'un pilote ukrainien a piloté un intercepteur à distance. Cela fait maintenant un très long moment que nous sommes en route, ayant déjà parcouru une distance impressionnante de plus de 2000 km depuis notre point de départ initial, sans jamais nous arrêter vraiment pour nous reposer tout au long de ce vaste périple à travers le pays. Il y a plus de mécontents, tout comme il y a plus de raisons de se plaindre. Ils critiquent le commandement, la défense aérienne inefficace et l'appauvrissement. 5e année. Après 5 ans de conflit contre l'Ukraine, les Russes comprennent. Le fond économique est proche. Même dans les régions les plus pauvres de Chine, les revenus sont plus élevés que dans nos régions les plus pauvres. Tout semble aller de travers pour nous. Mais les préoccupations les plus douloureuses des Russes ont été énumérées par Victoria, ancienne participante puis animatrice de Dôme 2 et aujourd'hui blogueuse. Bonjour à tous, ici Bonia. Je suis ravie de vous voir. Selon Boni, la Russie connaît 5 problèmes majeurs. Il s'agit du blocage d'Internet, des difficultés économiques, ainsi que des inondations, de la destruction du bétail et du déversement de mazout. 25 millions de Russes ont regardé cette Bonia, car elle a abordé des sujets très sensibles dont tout le monde parle déjà, même dans les cuisines. Parce que l'économie s'effondre, des emplois disparaissent, des entreprises font faillite, Internet est hors service. Alors Bonia, en larmes, remercia le sable pour sa réponse et renonça à l'opposition. Je ne suis pas avec vous, je suis avec le peuple. Je suis avec le peuple et je suis au sein du peuple. Et dans le même temps, le blogueur s'est querellé avec le propagandiste Solovyov. Et à cette pauvre salope battue ? Ouvre grand ta bouche formidable et jonche l'espace de détritus. D'ailleurs, même le propagandiste Soloviev a quelque peu modifié sa rhétorique, et il soupire de plus en plus après chaque frappe réussie contre la Russie. Quant à l'audience de Bonia, elle a augmenté après son intervention. Elle compte déjà près de 13 millions d'abonnés. Mais la blogueuse de Monaco n'a pas osé critiquer Poutine lui-même. Dans ces points, il n'y a pas de guerre tout d'abord en tant que telle, en principe.
Et deuxièmement, dans la critique qu'elle adresse à son audience, il n'y a pas de place pour une critique personnelle de Poutine ni de son régime politique. Dans l'ensemble, elle critique les fonctionnaires qui ne font rien. Il trompe, y compris les mauvais boyards du bon tsar, il lui glisse de mauvais dossiers, de mauvais rapports, il le dupe, il le trompe. Il est intéressant de noter que les mécontents se sont manifestés après la publication des données sur la chute de 10% de la cote de popularité de Poutine. Et cela pourrait être un appât du Kremlin pour identifier les opposants au régime. Je ne pense pas que ce soit un hasard si ce sont les ethniques qui ont soudainement commencé à tous parler, car les ethniques, c'est aussi soit le GRU, soit le ministère de la Défense. Et vous savez, cela fonctionne comme un appât. Tout le monde commence à courir partout. Oh, il pourrait se passer quelque chose. Ils identifient ensuite les mécontents, puis ils les frappent sur la tête. C'est une sorte de façade. Ou peut-être s'agit-il d'une libération contrôlée de vapeur pour montrer en quelque sorte que Poutine est au courant, qu'il réagit à la situation et qu'il va peut-être limoger quelqu'un pour excès. Et Victoria Bonia, vous êtes allé vous-même couper la vérité ou quelqu'un lui a soufflé? Peut-être qu'elle exprime vraiment ce qu'elle pense. D'un autre côté, cela pourrait être un projet politique contrôlé. Ce genre de choses est très apprécié en Russie. Eh bien, c'est un peu ça. Sobchak 2.0, n'est-ce pas? Pour montrer, voilà, qui est l'opposition. Un leader d'opposition de façade doit neutraliser les humeurs contestataires en Fédération de Russie. Mais ce schéma pourrait ne pas fonctionner car les temps ont changé, mais pas les méthodes. Même les communistes l'ont compris. Si vous ne prenez pas d'urgence des mesures financières, économiques ou autres, alors à l'automne, nous connaîtrons ce qui s'est passé en 2017. Même un ancien admirateur, aujourd'hui devenu détracteur de Poutine, Ilya Remeslo, parle d'une époque de changement. D'ailleurs, il a été libéré de l'hôpital psychiatrique. On dit d'ailleurs que des personnes influentes des structures de force sont derrière lui. Il se pourrait donc qu'il s'agisse d'un conflit au sein de la direction russe. Pour le dire de manière plus explicite, il existe une tension entre les forces de sécurité, représentées principalement par le FSB d'un côté, et ce que l'on appelle l'aile économique, incluant les grands oligarques, de l'autre. Mais pour qu'il ne se cache pas derrière des plaintes contre le système, que ce soit de la part des propagandistes Z ou des blogueuses, tout cela peut ébranler la Russie. Et les frappes de nos drones et missiles y contribueront. Yevgenia Tereshchenko, nous sommes l'Ukraine, Marathon, UNIS. Comment réagissez-vous à de tels événements? Écrivez votre avis dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. Aujourd'hui, l'Ukraine suit les actualités les plus rapides et vous informe en premier. Alors, on se retrouve dans le prochain reportage.